On fait la discussion après général. Père Chicot, Éric, il est important maintenant de présenter nos propositions, donc les 12 priorités de l'UMSP pour renforcer la médecine. C'est la conclusion de cette matinée qu'on a envoyée aux politiques et dont on aura la discussion tout à l'heure. C'est important, après le focus qu'on a fait sur différents points, de faire un peu une synthèse. Et on fera une discussion générale après la présentation. Bonjour à tous. Il se vérifie que quand on est le dernier orateur, on est la variable d'ajustement sur le temps. Je vais essayer de faire bref. Alors, à la différence de mes confrères, je vais commencer par parler de la cardiologie. Vous verrez que ça sera très bref. Il n'y a qu'une plaque, mais qui va introduire le vrai problème politique. Alors, les enjeux, c'est le recul des pathologies aiguës. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2010, l'incidence des pathologies coronariennes ont baissé de près de 20%. Parce qu'on les prend mieux en charge. Il faut savoir également que 2/3 des décès dans les syndromes coronariens aigus sont en dehors de l'hôpital. Parce que dès que le malade est à l'hôpital, nous avons des moyens de traitement remarquables. En revanche, nous assistons à une véritable épidémie des pathologies chroniques. 14 millions de Français sont hypertendus. L'insuffisance cardiaque est devenue la première cause d'hospitalisation en France. Quant au diabète, alors il est évident que je ne suis pas diabétologue, mais les conséquences de la maladie dans le domaine cardiovasculaire font qu'il ne se passe pas une journée sans que les cardiologues prennent en charge les complications du diabète. Ambroise Paré disait « Je les pense » avec un A comme pansement, Dieu les guérit. Aujourd'hui, nos patients, nous ne les guérissons plus, nous les stabilisons parce que la médecine a changé, parce que l'objet de la médecine a changé et évolué. Nos malades sont des patients âgés qui ont des pathologies chroniques, qui sont en partie liées au vieillissement, qui, je vous le rappelle, n'est pas une maladie. Ce qui fait que notre système de prise en charge, notre système de santé doit évoluer. Vous savez qu'en France, on a beaucoup de mal à évoluer et que l'hospitalocentrisme n'est pas adapté à la prise en charge de patients chroniques. Et il faut remettre le patient au centre du système et pas organiser un pays avec d'énormes centres hospitaliers de plus en plus loin des lieux de vie des patients. Dans le département où je travaille, le Vaucluse, il est prévu une seule communauté hospitalière de territoire autour de l'hôpital d'Avignon. Pour les gens qui ne connaissent pas leur géographie, le Vaucluse, c'est un département qui a la forme à peu près d'un ballon de rugby, dans lequel Avignon est placé à l'ouest de l'angle du ballon de rugby. Ce qui fait qu'avec un seul hôpital, je peux vous dire qu'une partie de la population sera bien au-delà d'une demi-heure du centre hospitalier. Donc, il faut changer de système. Et c'est le vrai enjeu politique. Les propositions qui sont faites par l'UMSP ne sont pas des propositions pour protéger les médecins libéraux. Ce n'est pas du corporatisme. C'est parce que la population que nous soignons a évolué et que le système doit évoluer pour être performant et pertinent. Alors, les moyens, 6 000 cardiologues dans 2/3 de libéraux, 70% des cardiologues libéraux exercent déjà en groupe, 2/3 des cardiologues ont plus de 55 ans, donc vous voyez le problème, et 20% sont des femmes. Et effectivement, c'est la journée, pas de la femme, mais des droits de la femme. On est bien d'accord. Et mine de rien, la féminisation de la profession, qui est certainement un atout, il y a des contraintes de temps qui font que, probablement plus raisonnable que les hommes, le temps pris pour le travail est moins important. Ce qui fait que la perte de moyens va être de plus en plus importante. Diapositive suivante. De toute façon, nous sommes dans la prise en charge de pathologies chroniques et il faut... Ma diapositive reprend un peu celle du centre de la Nièvre. Autour du patient, réunir tout ce qui est nécessaire à sa prise en charge chronique, puisque ce n'est plus une maladie que l'on guérit, le malade rentre chez lui, on n'en parle plus. Et c'est cela qui est la base de l'adaptation indispensable de notre système de soins. Et vous voyez, j'ai pas mis l'hôpital, mais il y est, j'ai mis le cardiologue, mais il n'y a pas de raison qu'il soit différent des autres. Toutes les spécialités, tous les médecins et les paramédicaux doivent être inclus dans un système pour prendre en charge le patient. Et c'est ça le chantier de l'avenir. La suivante. Alors, pour cela, évidemment, il faut rééquilibrer les moyens en faveur des soins de ville. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 171 milliards d'euros dans la loi de financement 2012 pour le secteur de la santé, mais ce n'est pas 160 milliards d'euros. Ce sont deux enveloppes distinctes. Aujourd'hui, les gains de productivité que l'on va faire en ville sur des patients qui seront moins hospitalisés, on ne verra pas les budgets correspondants transférés.
Tant que les politiques n'auront pas compris qu'il faut une fongibilité entre l'enveloppe des soins hospitaliers et l'enveloppe de la médecine ambulatoire, on aura beaucoup de mal à avancer en ce qui concerne l'éducation thérapeutique et autres. Je suis également hospitalier. Quand je propose à mon directeur d'hôpital un système d'éducation thérapeutique d'un soutien cardiaque qui va diminuer le taux d'hospitalisation, toutes les études le montrent, de 30%, il me regarde stupéfait, il me dit « Mais attendez, moi je suis budgétisé à la T2A. Si vous diminuez le nombre de patients hospitalisés de 30%, vous ne m'intéressez pas. Il faut bien comprendre que le problème est purement politique. Chaque féodalité française va rester figée dans son domaine de compétences et d'intérêt si les politiques, et c'est un vrai message politique, ne comprennent pas que la santé des Français ne doit pas être faite de façon cloisonnée. Donc, il faut faire face au développement. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit depuis ce matin, mais on retrouve toujours les mêmes problématiques. Développement de la chirurgie ambulatoire, des sorties précoces de l'hôpital, réduire le nombre d'hospitalisations, limiter le recours inapproprié aux urgences hospitalières. J'ai la chance d'être dans un hôpital, donc je me suis intéressé à combien coûte un passage aux urgences de notre hôpital. Il faut savoir que là aussi, les urgentistes, dont les plus médiatiques, ont un discours ambivalent. Ils se plaignent qu'on envoie trop aux urgences, mais de notre côté, pendant des années, ils ont tout fait pour qu'il y ait beaucoup d'urgences. Pourquoi ? La tarification des urgences hospitalières, c'est par forfait de 5 000 passages, plus un coût par passage. Ce qui fait que tout passage aux urgences, même un patient qui vient parce que le bébé pleure, il a la diarrhée, il veut une ordonnance, le minimum que ça coûte à la sécurité sociale, c'est 78 €. Alors bien sûr, il y a des services qui peuvent pas être mis en place en ville, mais mettez en parallèle 78 € pour quelques passages que ce soit aux urgences, et les moins de 30 € d'une consultation chez le généraliste, et vous comprendrez qu'il y a effectivement des économies d'échelle à faire si le système était restructuré. La suivante. Valoriser les spécialités cliniques. On en a parlé, il est bien évident qu'il est totalement indécent que le coût d'un médecin que l'on va voir à son cabinet dans beaucoup de spécialités soit inférieur à 30 €. C'est indécent à partir du moment où le malade qui vient à l'hôpital, même pour 2 minutes, de toute façon, ça sera facturé 78 € à la collectivité. Il est bien évident qu'on ne pourra pas retrouver d'attractivité auprès des jeunes médecins sans cette valorisation. Et qu'il est indispensable de hiérarchiser les consultations. La CCAM clinique, que nous appelons de nouveau depuis longtemps, doit être mise en œuvre. Il ne faut pas se contenter de petites revalorisations pour des consultations spécifiques. Il faut remettre à plat tout le système des consultations, et seule la fongibilité des enveloppes hôpital-ville le permettra. La suite. Promouvoir, valoriser, pérenniser les regroupements à travers les plateaux techniques. Je suis convaincu que ça s'appelle maison des spécialistes, centre ambulatoire. L'avenir de la prise en charge correcte des patients atteints de pathologies chroniques dans l'Hexagone, c'est pérenniser ce genre de structure. C'est le seul moyen réel d'apporter une réponse de proximité aux besoins médicaux des populations. Il va falloir que l'on imagine par canton, par zone géographique qui sera adaptée en fonction des besoins, des systèmes qui permettent aux patients, comme a été, même si la comparaison est un peu triviale, l'apparition des grandes surfaces dans les années 60, aux patients de trouver dans un lieu proche de chez lui l'ensemble des techniques dont il a besoin dans sa vie de tous les jours pour éviter, car c'est l'objectif, les hospitalisations abusives. Et ça va permettre parallèlement de répondre aux aspirations des jeunes générations qui, à la différence de la plupart des praticiens dans cette salle, n'accepteront pas de travailler comme nous, taillables et corvéables à merci, parce que, et je pense qu'ils ont sincèrement raison, la vie professionnelle et la vie privée sont deux aspects tout aussi respectables de la vie. La suite. Alors bien sûr, si on veut atteindre cet objectif, il faut des moyens. Et si on veut des moyens, il faut adapter régulièrement le coût de la pratique, parce que, en fin de compte, réfléchissez, on est quand même dans un système aberrant dans le domaine médical. Dans tout autre système, quand le pétrole diminue, le prix augmente. En France, il y a de moins en moins de médecins, et pourtant le prix de la consultation n'augmente pas. C'est quelque chose de curieux, c'est totalement anti-économique. Tant qu'il n'y aura pas un réel lien entre ce que ça coûte et ce qui est proposé par l'assurance maladie, on ne pourra pas avancer vers ces restructurations indispensables. Et évidemment, il faut une gestion dynamique et loyale de la nomenclature des actes techniques. Je n'y reviendrai pas, on en a longuement parlé.
Ouvrir immédiatement le secteur optionnel inscrit dans la Convention. Je crois qu'entre partenaires qui se respectent, quand un contrat est signé, il faut qu'il soit respecté. C'est vrai que ça fait 30 ans que les actes sont sacrifiés, ce qui a entraîné d'énormes problèmes également pour notre système vieillesse, et que tant que nous n'aurons pas un interlocuteur qui respecte son engagement, on ne pourra pas avancer. Et c'est le seul moyen réel pour faire diminuer le reste à charge et pour faire diminuer ce qui inquiète tous les politiques, les dépassements d'honoraires. Or, vous avez vu tout à l'heure que c'est un faux problème puisque ce n'est pas le frein financier qui est la principale entrave à l'accès aux soins. La suite. Conforter le pacte conventionnel, ça relève du même esprit. Il faut respecter les mesures programmées selon le calendrier prévu et faciliter l'application immédiate des mesures tarifaires. Jacques Ninet l'a évoqué, le système de l'attente et ainsi de suite est tout à fait insupportable, ce qui fait que même les mesures qui sont actées par l'assurance maladie sont mises en jeu au mieux 6 mois plus tard quand elles sont mises en jeu. Ouvrir la formation initiale à la médecine spécialisée libérale. Il est bien évident que le médecin hospitalier qui a toute sa vie été à l'hôpital et qui est en plein est hémiplégique car il ne connaît le malade que par le biais de la maladie aiguë. Il ne sait pas qu'un patient qui est chez lui dans son environnement familier n'a pas le même comportement qu'à l'hôpital. Pour en revenir au diabète, on voit régulièrement arriver comme des marronniers des diabétiques avec une décompensation du diabète catastrophique. Au bout de 5 jours d'hospitalisation, leur glycémie miraculeusement revient. On a diminué les doses d'insuline, mais quand on les renvoie dans la nature parce qu'il n'y a pas de prise en charge ambulatoire satisfaisante, eh bien, on retrouve les mêmes problèmes. Donc, c'est dans un souci d'économie qu'il faut organiser la prise en charge des maladies chroniques en ville. Donc, il faudra que le système hospitalo-universitaire accepte que les jeunes médecins en formation aient une connaissance réelle de l'activité libérale. La suite. Développer l'implication des spécialistes libéraux dans la recherche clinique. Alors, je vais vous donner que 2 exemples. Un qui est à ma droite, c'est l'apport de Jean-François Rey dans le domaine de l'endoscopie digestive. Tout le monde le connaît peu ou prou. Sachez que c'est un leader mondial dans ce domaine et pourtant c'est de l'activité libérale. Un autre exemple qui est dans ma spécialité, si l'association Plavix-Aspirine a été mise en avant dans les syndromes coronariens, c'est grâce aux travaux d'un cardiologue libéral. Si la dilatation des troncs coronaires, c'est-à-dire quelque chose de très complexe, a été mis en avant, c'est par les travaux du même cardiologue qui travaille en établissement privé. Le cliché qui fait que les hospitaliers universitaires sont des gens de pointe et les libéraux ne pensent qu'à gagner de l'argent est un cliché faux, totalement faux. La suite. Améliorer le dialogue entre les ARS et les spécialistes libéraux. Vous savez que maintenant, nous avons des sortes d'entités régionales qui ne sont que la déclinaison régionale des volontés nationales et qui sont effectivement les structures par lesquelles doivent passer les libéraux pour discuter. Le problème, c'est que les ARS, pour l'instant, n'ont pas totalement intégré l'importance que doit avoir dans l'avenir le dialogue entre les médecins libéraux et les structures du ministère. Donc il faut permettre aux URPS d'intervenir dans l'organisation de la permanence des soins et la mise en œuvre des schémas régionaux. C'est bien évident que les schémas dont nous avons parlé de la permanence des soins d'établissement étaient une caricature et qu'il faudrait que dans l'avenir, les ARS jouent le jeu et considèrent que les URPS, représentants de tous les médecins libéraux, doivent être associés à la réflexion et à la décision pour éviter que ce soit des réunions où en leur présence les résultats de cogitation interne aux ARS. Et promouvoir la contractualisation entre les groupes de spécialistes, les maisons de santé et les ARS, comme il y a des CEPOM avec les hôpitaux. Il faut arriver à la même contractualisation. Il faut que les ARS considèrent que ces structures actuelles et à venir de regroupement de spécialistes sont des structures avec lesquelles on peut contractualiser sur des objectifs pour obtenir des moyens pour mettre en œuvre des politiques clairement définies d'un commun accord entre les ARS et les groupements de spécialistes libéraux. Convaincre les ARS de soutenir et accompagner l'initiative des médecins spécialistes libéraux pour améliorer l'organisation des soins, c'est exactement la même chose. Les spécialistes libéraux, dans beaucoup de régions, si on sort des très grandes villes,
Parce qu'évidemment, dans les très grandes villes, le problème se pose différemment, mais dès qu'on s'éloigne des grandes villes, l'organisation des soins repose en grande partie sur la médecine libérale. Exemple personnel, je suis dans un bassin de population de 60 000 personnes. Il y a un hôpital général où l'astreinte cardiologique à l'hôpital public est entièrement prise en charge par des cardiologues libéraux. Quand on l'a proposé il y a 12 ans, les médecins hospitaliers temps plein de l'établissement ont hurlé. Le directeur qui était intelligent a accepté le principe et ça a été pérennisé et ça fonctionne très bien. Donc dans beaucoup de régions françaises, il faut que les ARS prennent l'habitude de discuter organisation des soins avec la médecine ambulatoire. La suite. Rénover la protection sociale des médecins libéraux. Alors bien sûr, c'est un domaine où franchement, si les Français suivent l'exemple des médecins libéraux, il n'y aura pas beaucoup de difficultés pour le futur plan de rigueur. Vous savez que pour sauver notre système de retraite, les médecins libéraux ont accepté des décotes de prestations et des augmentations de charges qui, si elles sont acceptées par les autres corps sociaux dans l'avenir, ne devraient poser aucun problème, parce que nous avons accepté quand même des conditions pour sauver le système, c'est une victoire un peu à la Pyrrhus, des abandons de prestations et des augmentations de charges considérables. Il est bien évident qu'il est totalement anormal qu'à notre époque, un médecin libéral doive attendre le 91e jour d'arrêt maladie pour toucher une prestation CARMP. Vous vous souvenez les bruits que ça a donné quand on a proposé un jour de carence pour les fonctionnaires. Il est anormal que dans ce pays, il y ait des écarts aussi différents. Je ne reviendrai pas sur la maternité. Vous savez à quel point la femme médecin, par rapport à la femme salariée, a des difficultés pour pouvoir concilier sa vie de mère et sa vie professionnelle. Impliquer les spécialités médicales dans les grands plans de santé publique, c'est une évidence. Si on peut imaginer que dans tous les domaines, l'Alzheimer et autres, tous les patients pourraient être pris en charge de façon harmonieuse par l'hôpital public, c'est un non-sens. Il faut rapprocher la médecine des lieux de vie des patients. Il faut éviter que tout aille à l'hôpital, parce que ça a été dit pour l'ophtalmologie et pour le reste. Si les patients doivent faire 60 km pour être soignés, ça ne marchera pas. Donc le problème, il est essentiellement politique. Il faut que les politiques comprennent que le vieillissement de la population, dont on se glorifie régulièrement avec l'augmentation de l'espérance de vie, s'accompagne d'une modification du tableau général de la santé qui fait qu'il faut adapter totalement le système. Et que le problème, il faut le faire rapidement parce que c'est des adaptations qui ne prennent pas 2-3 ans. Ça prend 20-25 ans. Pour former un médecin, c'est 12 ans. Pour changer le système, quand on sait que dans la fonction publique hospitalière, 70% des charges, c'est le personnel, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut anticiper. Alors, une anecdote pour finir, j'ai vu qu'il y avait des mots d'humour. Vous savez qu'habituellement, on dit que donc voilà, l'avenir, c'est ça. Que la guerre de 100 ans a commencé avec la bataille de Crécy. Alors, sans vouloir blesser le chevalier qui est à ma droite, vous savez que Crécy, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque il y avait des cours d'histoire au lycée, il n'y en a plus, un corps expéditionnaire anglais de 20 000 hommes a affronté l'armée française qui avait 50 000 hommes, avec des chevaliers magnifiques, des armures plus belles les unes que les autres. Simplement, ils ont été massacrés par les archers gallois du roi d'Angleterre. Déjà, les Gallois nous posaient des problèmes. Du roi d'Angleterre. Je veux dire par là que, comme dans la guerre, il faut adapter notre système à la réalité. Si nous avions gagné la bataille de Crécy, peut-être que la guerre n'aurait pas duré 100 ans. Donc aux politiques d'anticiper pour qu'ils comprennent que le vieillissement de la population fait qu'il faut adapter notre système et qu'il faut équilibrer entre l'hôpital public, qui a bien sûr toute sa place, et la médecine ambulatoire, qui doit regarder une place dans l'intérêt général. Je vous remercie. Matinée chargée, vous avez eu quand même beaucoup de présentations. Je crois que ces propositions de l'UMSP, la proposition la plus importante en termes politiques, c'est changer un Ondam déséquilibré.
hein. On est actuellement, et on a entendu les deux, on les entendra cet après-midi, mais je lis la presse comme vous. Un dit il y aura un Ondam à 3, l'autre dit un Ondam à 2,5. Mais un Ondam tel qu'il est actuellement, avec 2,5 villes ou 2,5 villes hôpital, ce n'est pas possible. D'ailleurs, en plus de ça, il y a des transferts de charges qui sont déjà... Rappelez-vous, 20% des prescriptions de villes émanent de services hospitaliers. Et c'est dans notre enveloppe, hein. Donc vraiment... tu l'as dit, la population vieillit, il faut changer le mode d'organisation des soins et il faut changer le mode de financement. Et c'est le rôle des ARS de voir bassin population par bassin population, de dire, attends, si on fait des transferts importants de l'hôpital vers la ville, si on a recours à l'hospitalisation à domicile, mais également pas l'hospitalisation à domicile telle qu'elle est actuellement, qui est un pseudopode de l'hôpital public, mais vraiment la prise en charge à domicile des pathologies chroniques et des pathologies lourdes par les professionnels libéraux. Et là, c'est pas que les médecins, c'est l'ensemble des professionnels libéraux. C'est une volonté politique qui est intelligente, que l'on doit accompagner. On l'accompagne à l'UNPS. Encore faut-il qu'il y ait les moyens. On a depuis 6-7 ans, avec les 2 conventions, mis en place la maîtrise médicalisée. Il est quand même totalement anormal que l'ensemble des actes que font les médecins spécialistes sont repérés à l'acte près par l'assurance maladie, qui parfois nous pose des questions. Est-il pertinent d'avoir telle différence d'une région à une autre, alors qu'on n'a toujours pas aujourd'hui la transmission à l'assurance maladie des prescriptions et des actes faits dans le secteur public. Alors, les problèmes informatiques, non, faut pas plaisanter. Ça fait 15 ans qu'on le demande. C'est uniquement une volonté de conserver pour l'assurance maladie cette boîte noire qu'est l'hôpital, où on ne peut pas comparer ce qui doit être normalement comparable. Donc vraiment, ce transfert, cette fongibilité des enveloppes, elle est importante. Et Thierry Albert l'a dit, quand on voit comment ça s'est passé dans la fongibilité des enveloppes au niveau de la permanence des soins, je suis un peu inquiet. Et c'est quand même là où il va falloir quand même bouger l'hôpital et bouger les structures hospitalières. C'est pas les confrères hospitaliers qui sont en cause, hein, c'est les structures, hein. Et si on ne bouge pas les structures, on va aller dans le mur. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Jean-Paul Jacques voulait intervenir tout à l'heure. Par rapport à ce que disait Jean Régnaud, c'est sur la réussite et le concours. Ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est qu'au tout début, quand il n'y a pas si longtemps que ça, les gens faisaient médecine, c'est parce qu'ils étaient très attirés par le métier. Aujourd'hui, ce qui traîne dans les lycées, c'est que le concours le plus difficile, c'est le concours de première médecine. Il est donc très valorisant pour l'étudiant d'aller réussir le concours le plus difficile. Mais il n'a pas choisi le métier qui va derrière. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va payer dans les années à venir. Et dans la préparation par rapport au concours, ça c'est une chose. La deuxième chose qui m'épate en tant que représentant européen, c'est que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, les politiques qu'on fait dans les autres pays, puisque même l'Allemagne y est arrivée, nous ne le faisons pas parce qu'il n'y a pas de courage politique, comme le dit Jean-François. En revanche, les médecins sont encore une fois les forces de proposition, et ceux qui proposent sont encore une fois les libéraux, ce qui est quand même très étonnant. Et on est quand même des gens avec une tendance sacrificielle, puisque non seulement on fait les propositions, mais on est en plus les spécialités les moins payées de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'on accepte encore de vouloir faire mieux alors qu'on est déjà au bas de l'échelle pour l'Europe entière. Je nous tire, Jean-François en particulier pour la bataille qui mène depuis longtemps, un sacré coup de chapeau, monsieur. Il est certain que pour les médecins, il vaut beaucoup mieux être médecin spécialiste au Royaume-Uni ou en Hollande, hein, par exemple. Pour les patients, c'est pas la même chose, hein. C'est les listes d'attente. Mais c'est vrai, on est dans ce paradoxe. Et on est dans ce paradoxe que depuis maintenant, alors qu'on nous reprochait beaucoup notre immobilisme, il faut voir comment on a pris à bras-le-corps la réforme d'Ouste Blazy, la convention de 2005, la mise en place d'objectifs de maîtrise médicalisée, les progrès qui ont été faits. D'ailleurs, tout le monde reconnaît que la médecine de ville a fait, en termes d'efficience
médico-économiques, des efforts considérables. On n'a pas vu au cours de ces 10 dernières années les mêmes efforts qui ont été faits dans les structures hospitalières. Je ne vous parle pas des différents plans hôpital qui contournent l'Ondam, hein. La convergence tarifaire qui est reportée au calendre grec. Il est totalement. On a besoin des CHU pour faire les greffes de foie. On n'a pas besoin de CHU pour opérer des appendicites aigus à 3 fois le prix des cliniques, quoi. Il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait mettre en place. Et je dois dire que le débat politique avec une FHF extrêmement agressive au cours de cette dernière année m'inquiète, y compris une FHF qui est quand même présidée par un député maire UMP, théoriquement libéral. Je voudrais revenir un petit peu sur la confusion qui s'établit actuellement entre les notions de délégation de tâches et de délégation d'actes, les relations avec les professionnels paramédicaux. Je pense que les médecins, en général, les médecins spécialistes en particulier, peuvent jouer, s'ils sont bien utilisés par la collectivité publique, un rôle de levier considérable, de manière positive, à condition d'avoir ce rôle d'architecte, de commandant de navire, sous lesquels l'équipage bien coordonné peut donner le meilleur de lui-même. Et la confusion qui s'établit actuellement de faire croire que en transférant simplement l'activité médicale vers des professionnels un peu moins qualifiés et qui coûteraient moins cher, c'est certainement un non-sens. Parce que pour qu'une activité garde son sens, justement, et soit réellement productive pour le patient, pour la collectivité, il faut qu'elle soit orientée, il faut qu'elle soit coordonnée et pas simplement déléguée. Sans quoi, on arrive à une multiplication des actes, des effets pervers, et on a vu ce que ça donnait. Un navire sans commandant efficace, ça fait naufrage, hein. Donc, si on gère intelligemment cette délégation de tâches et non pas d'actes, en conservant à l'expertise médicale son rôle d'ordonnateur de soins, on peut vraiment optimiser le tissu qui existe déjà sans avoir forcément à investir dans de nouveaux salariés, dans de nouveaux fonctionnaires, etc. On est tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers l'article 51, les professionnels de santé, moi je suis à l'UNPS, les autres paramédicaux, ils ne sont pas du tout d'accord, hein, parce qu'on leur impose un certain nombre de choses, théoriquement, qui peut être fait par des médecins, mais on leur retire des tâches pour lesquelles ils sont formés, ils se sentent formés, et on les délègue à d'autres. Donc actuellement, la situation, c'est une anarchie qui est faite, parce qu'on fait des transferts, hein, on fait des transferts de compétences, des transferts d'actes, sans demander aux professionnels, y compris aux professionnels concernés en aval et en amont, ce qu'ils en passent. On est tout à fait d'accord pour eux. Les ophtalmos l'ont montré à l'instant, hein, et pour réorganiser un certain nombre, le cabinet ou l'activité des ophtalmos, hein, mais il faut écouter la profession. Alors que là, c'est fait vraiment d'une manière extrêmement technocratique, où quand on voit, à partir d'expérience, l'article 51 est un non-sens. On va partir d'expériences faites à l'hôpital de Montélimar, où on délègue les consultations de maladie de Crohn à une infirmière, hein, on ne va pas me dire que la qualité d'écoute, même si elle est bien formée, il y a 15 ans pour former un hépatogastroentérologue pointu sur des maladies compliquées, c'est pas une infirmière en 3 ans et demi qui va pouvoir, même si on lui fait une grille, pouvoir répondre aux patients. Quand on a nous, je ne parle que dans ma spécialité pour éviter de dire de sottises. Quand on voit qu'on a le fibroscan, hein, qui est une nouvelle méthode, qui est tout juste passée à la CCM avec difficulté il y a 1 an, où on dit dans structure hospitalière publics, périphériques, encore parce qu'ils sont mal organisés ou parce qu'il n'y a pas assez de médecins ou parce qu'ils ne veulent pas les faire, on dit on va faire ça par des techniciens. C'est comme si en radiologie, on dit toutes les échographies sont faites par un ambulateur, les scanners tournent tout seuls. Il y a besoin d'avoir une
coordination médicale. Et le danger, c'est que pour répondre à une problématique locale d'un hôpital de Saint-Brieuc, après ça va être pris en exemple. Si c'est bon pour Saint-Brieuc, c'est bon pour la France entière, et on va avoir une dégradation de l'acte médical, car on fait un fibroscan en connaissant le patient, en connaissant les pathologies, et pas simplement en interprétant des images. Même les spécialistes techniques, les radiologues sont des spécialistes techniques, mais il y a un acte intellectuel. On ne trouve bien que ce que l'on cherche, qu'on connaît au niveau du patient. Bien. Écoutez, je vous remercie tous pour cette matinée fructueuse. Vous verrez que, j'espère que pour nos amis de la presse, vous avez des éléments importants.